Hugues, Hugues, bonjour, bonjour. Regardez, on est en plus, non seulement ça fonctionne a priori, mais en plus on est à l'heure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que la semaine dernière, c'était un peu la catastrophe pour trouver un créneau sur Facebook. Et maintenant, nous sommes là, je vous vois. Bonjour à tous, bonjour à tous les gens qui sont en train d'arriver. C'est un grand live ce soir. Je vous dirai pourquoi en plus à la fin c'est un grand live, parce que peut-être que voilà, c'est peut-être un de nos derniers lives, parce que c'est un live de confinement. Alors donc on se dit, est-ce qu'on va continuer, pas continuer, on va voir un peu ce qui va se passer. Donc alors bonjour et bienvenue sur Discussion. Alors une discussion réalisée en collaboration avec Qobuz. Donc Qobuz, une grande plateforme qui vend, qui stream de la musique, et en même temps sur vidéo.com qui vous permet justement d'acheter du matos pour écouter Qobuz, de la musique, de tout, c'est le bonheur. Alors je vais vous donner un petit peu le programme des réjouissances, parce qu'il y a quand même un très beau programme aujourd'hui. C'est notre émission la plus superstar. C'est-à-dire franchement, vous allez voir, il y a des invités. On va commencer par un question-réponse là pendant à peu près 20-25 minutes. On va se présenter. Je vois que les questions commencent à tomber. Il y a Guillaume, Philippe, tout le monde arrive. Il y a Henri. Je vais essayer de voir un petit peu, parce que vous savez, ça défile, hein. On a beau essayer d'appuyer sur les boutons, croyez-moi, c'est compliqué. Donc dans cette émission, j'appelle bien ça émission tellement c'est gigantesque ce soir. J'ai pas dit un petit live, j'ai dit émission. Donc question-réponse jusqu'à peu près 19h. Et attention, à 19h, la superstar de Qobuz va entrer en piste. Il s'agit de Marc. Marc, qui est le rédacteur en chef de Qobuz, qui va venir nous présenter tout à l'heure ses coups de cœur. Marc, tu es déjà là, toi? Exactement, salut Pépé, ouais, salut tout le monde, je suis bien là, exactement, content de revenir pour parler C'est des bien. coups de cœur de rédaction de Qobuz. Alors tout à l'heure, tu vas présenter des coups de cœur. Tu as 3 albums, c'est ça que tu vas présenter tout à l'heure et nous en parler avec amour. Exactement, il y aura un Qobuzissime qui est le prix qu'on remet en général à un premier ou un deuxième album, il y aura l'album de la semaine, et enfin il y aura une réédition, la réédition de la semaine. Voilà, ce sera les 3 albums, et je vous dis pas encore ce que c'est, gardez un peu de suspense. Ah, moi, je ne sais même pas ce que c'est. Enfin, si je sais, mais chaque fois tu trouves des trucs que je connais pas trop, donc c'est très très bien. Ah, Ça ça permet, sera, ça hein? sera un mélange entre du connu et du pas connu, voilà. Oui, bah, oui, j'ai le conducteur sous les yeux. Je peux dire qu'en effet, tu as raison. C'est le truc connu et pas connu. Alors après, figure-toi, en parlant de connu et pas connu, j'aurai la chance de recevoir quelqu'un que je ne connaissais pas du tout dans la profession. Il s'agit de Pierre-Yves Lascar. Pierre-Yves Lascar, est-ce que tu es là par hasard, Pierre-Yves Lascar? Oui, Est-ce que bonjour. Alors Pierre-Yves Lascar, tout à l'heure, tu vas être là pour nous parler un peu de musique classique. Dis-nous un peu ce que tu vas faire tout à l'heure. Ça sera à 19h15 pour toi tout à l'heure. Je parlerai donc musique classique de mon label Artalina et puis voilà du travail autour des répertoires avec les artistes, les enregistrements, voilà comment ça se passe, ce qu'il faut faire pour essayer de tout faire pour faire un bel enregistrement. Bah ça c'est formidable. On va aller dans les coulisses en fin de compte de quelque chose avec toi. Et toi, tu vas plutôt axer musique classique ou tu as d'autres choses sur lesquelles tu travailles? Tu fais un peu d'électro aussi, non? Oui, enfin ça c'est plutôt un passe-temps. C'est plutôt un passe-temps, mais c'est plutôt musique classique. Toi, Voilà. c'est musique classique. On te retrouve à 19h15 tout à l'heure dans ce live. Et j'aurai après Monsieur Lascar un autre invité. Regardez un petit peu comme c'est l'opulence ce soir. On vous fait la totale. Mon cher Olivier, comment vas-tu, mon cher Olivier? Bonsoir Pépé, eh ben, écoute, tout va très bien, je te C'est remercie. formidable. Je suis très content de savoir d'abord que tout le monde va bien. Vous avez tous bonne mine. Vous n'êtes pas aussi bronzé que moi. Je rigole. Mais alors Olivier, toi, tu es le directeur d'une boîte que j'aime bien, qui fait des enceintes. C'est Davis Acoustics. C'est ça, je me trompe pas? Exactement, tu peux dire Davis Acoustique même, c'est une Ah mais société française. oui, alors dans ce cas, vous êtes Acoustics derrière. C'est quand même un petit peu, hein? Regarde quand je m'approche Ambigu, de toi comme ça. ambigu. Pas à moi, hein. Tu vas le faire à quelqu'un d'autre, mais pas à moi celle-là. Donc je vais dire Davis Acoustic. Et tout à Voilà. l'heure, tu parles de cette super boîte et où vous en êtes actuellement et quels sont les projets, parce que moi je vous ai vu récemment avant le confinement et vous aviez beaucoup de projets. On en parlera tout à l'heure. Toi, on pourra parler avec toi à partir de 19h30. Restez tous Ça dans les marche, parages. à tout à l'heure. Donc, comme vous pouvez voir actuellement dans ce live, on a quand même un plateau extraordinaire. Donc là, on va commencer par le Q&A. Donc, je vais appuyer un peu sur les boutons parce qu'il y a toujours des petites questions qui sont intéressantes, qui sont certes redondantes parce que vous vous posez des questions et vous avez entièrement raison. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe dans les commentaires. Donc, vous saluez quand même l'arrivée des gens, ça c'est bien, hein, et Olivier qui est là avec tout le monde. Moi, j'ai un micro qui résonne, il paraît, mais ça paraît un peu bizarre.
Mais il faut que je vous dise pourquoi mon micro résonne, parce que j'ai la chance d'avoir, en fin de compte, un appartement qui a 5 mètres de plafond, parce que c'est un loft. Donc, je peux faire ce que je veux, ça continuera à résonner, parce qu'au-dessus, il y a de l'espace au-dessus de ma tête. Là, j'ai 4 mètres, voilà, au-dessus de moi. Donc, voilà, c'est comme ça. Ça fait un peu qui se la pète, mais pas vraiment. Alors, comme vous allez pouvoir, pu voir, il y aura du classique, il y aura tout. Alors, je vais prendre des questions, c'est un peu compliqué. Il faut savoir un truc, c'est qu'en même temps, quand vous posez des questions dans le chat, il y a des gens qui sont donc des gens qui travaillent sur Cobuzz, qui travaillent sur sonvideo.com, qui vont commencer justement à répondre à vos questions parce que moi, je n'ai pas la réponse à tout. Et si vous avez des questions techniques, il faut les poser maintenant, avant qu'on intervienne tout à l'heure avec Marc directement. Et il y a toujours des questions autour. C'est dingue parce que là, je prends des questions. Vous allez vous marrer. Dès qu'on tape sur des questions actuellement, c'est Fillot. C'est Fillot en permanence, c'est les baladeurs. Je crois vraiment qu'il va falloir faire une émission entière sur les baladeurs, c'est du délire complet. Vous avez vraiment des tas de trucs avec le M15. Guidez le choix du baladeur avec le M15. Le M15 revient à chaque fois. Le M15, le M11, le M9. Il y a même gens qui parlent du M5. C'est du délire complet. Donc, j'essaie de trouver des petites questions tout à fait sympas. Je vous rappelle que toutes les questions qui doivent être posées ici sont des questions autour de l'audio, qu'on n'aille pas commencer avec l'Ultra HD, 4K, machin. Ça, on verra ça dans d'autres émissions, mais pas dans celle-ci. Donc, sur les trucs, il y a un petit retard sur ma voix. Prévoir une émission sur le traitement acoustique. Je pense que tout à l'heure, je ne sais pas si Olivier est encore dans les parages, on va faire une émission, enfin il y aura des trucs sur le traitement acoustique. Je poserai des questions en même temps à Olivier sur non pas le traitement acoustique uniquement, mais également sur le rodage des enceintes. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui tombent à chaque fois sur le rodage des enceintes. Quelle est la durée du rodage des enceintes et est-ce qu'il faut en faire un ou pas? Suivant les fabricants, il y a des questions qui sont très différentes. Et je pense tout à l'heure, on aura justement une discussion avec Olivier donc de Davis Acoustique à propos, je vais vous lire en même temps, à propos du rodage des enceintes. Voilà, le son a l'air d'être un petit peu mieux pour le moment, donc c'est top. C'est génial. Il y a Camille qui est là. Il y a vraiment beaucoup de gens qui font partie également de mon Discord. Parce que oui, j'ai un Discord qui est formidable et Camille en fait partie. Vous pouvez aller sur le Discord pour avoir la possibilité de parler avec la communauté. Donc, c'est plutôt cool. Tout à l'heure, Marc intervienne et puisse donc répondre également à des questions que vous poserez, mais également surtout parler de ces chroniques. Voilà, le M16 arrive, bien sûr. Ah oui, j'ai des questions pour Cobuzz également. Ouais. Les questions pour Cobuzz, c'est pas moi qui peux répondre. J'ai des questions sur quand Cobuzz au Canada. Donc, je laisse vraiment l'équipe de Cobuzz répondre par rapport à des gens qu'on a là actuellement et qui demandent pour leur pays. Moi, je pensais que vous étiez au Canada, donc je me suis trompé. Voilà, comme un bienheureux. J'espère que ça va au niveau de la connexion. On me dit encore qu'il y a de l'écho dans la voix. Donc, je vais regarder un peu les commentaires. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Sinon, je vous raconte ma vie. Là, commencez pas à me parler du HDR10+. Je vous ai dit que ce n'est pas le moment de parler de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on pense des enceintes acoustiques? Oh là là, c'est compliqué. Des acoustiques 30-50, là, je ne les connais pas. Première question comme ça qui me tombe tout de suite, c'est une truc que je connais pas, vraiment pas de chance avec ce truc. Donc je vais laisser l'équipe de sonvideo.com répondre à cette question. Je répète que les questions sur le HDR10+ ainsi que le Dolby Vision, je ne vais pas y répondre maintenant, ça n'a rien à voir avec de l'audio, c'est uniquement quelque chose qui est relatif au monde de la vidéo. Voilà, le M11, on en parlera, le M16, on en parlera plus tard. Pour le baladeur. Quel baladeur avec un focal Elire? Alors, c'est très bien que tu me parles de cette question parce qu'actuellement, sur la chaîne YouTube de sonvideo.com, il y a un grand déballage avec le focal Elire ainsi que le focal Elegia. Et si tu as vu ce grand déballage sur sonvideo.com, tu as pu remarquer que je ne conseille pas vraiment ces casques pour se balader dans la rue. Je conseille plutôt justement le Elire pour rester à domicile. Donc, est-ce que tu veux vraiment un baladeur pour rester chez toi ou est-ce que tu veux qu'on aille plutôt vers un ensemble hi-fi que tu as peut-être? Je ne conseille pas du tout ni le Elire ni le Elegia en nomadisme. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas quoi te dire pour le baladeur. Sinon, si tu veux mettre un baladeur avec le Elire, je te conseille de taper vers un M15 Pro. Par exemple, ou le M11, si vraiment tu as un peu moins de sous, ou le M15 Pro, ça va aller. Les questions fusent. Là, merci Camille pour ton coup de main, Camille qui est également sur mon Discord et qui est un type génial, qui connaît plein de trucs, qui me donne un coup de main comme ça à répondre aux questions, parce qu'elles n'apparaissent pas toutes. Foxtex,
Foxtex, je parle pas beaucoup de la marque Foxtex. Ah oui, c'est pourquoi? C'est tout simple. Hein. C'est que Foxtex n'a pas beaucoup de relations avec les journalistes. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de travailler avec un service de presse pour avoir les pré-produits, pour pouvoir avoir les infos, tout ça. Si la marque n'a pas des relations avec un journaliste, c'est un peu plus compliqué pour moi d'avoir tous les éléments pour travailler, pour faire mes vidéos, pour faire mes tests. Mais c'est vrai que je reconnais que Foxtex est une marque absolument intéressante de tous les côtés. Merci à toutes les personnes qui se pointent. C'est absolument génial que vous soyez là. Et merci dans tous les cas à tous mes petits loulous qui sont en train de répondre à ma place parce que ça défile beaucoup et je peux pas tout voir à chaque fois. Grande différence entre les platines vinyles. Vous voyez, il y a des trucs M11, M11 Pro. Grande différence entre les platines vinyles. Le SACD, on reviendra après sur le SACD, c'est un peu compliqué. L'ampli Marantz, alors l'ampli Marantz, tu me poses une question sur le Marantz 5014, moi je te fais ça. Très bon produit, le Marantz 5014, c'est un truc, tu peux y aller à mon sens. Donc ça, c'est un truc. Il y a beaucoup de gens qui sont sur le chat aujourd'hui qui viennent du Discord, hein, qui sont vraiment des gens que je connais. Hein. On est vraiment entre nous là. Hein. On est vraiment entre nous. Hein. Le Aston Kern Junior ou le FIO X5 Mark III, c'est très compliqué ta question. Si c'est les questions pièges comme ça du jeudi soir, moi je te dirais pour l'interface, il faut quand même aller vers le FIO X5, mais la Stellan-Kern Junior est absolument increvable. C'est un produit que moi j'ai depuis sa création, il est absolument increvable. Donc c'est super intéressant. Ah ouais, ça commence à pulser les questions. Donc en effet, merci à tous les gens qui m'aident à répondre aux questions parce que là il commence à y avoir beaucoup et c'est super cool. Donc là j'en ai une qui me paraît très intéressante, qui reprend tous les thèmes. Hop, les commentaires, qui reprennent tous les thèmes de l'écoute filaire et de l'écoute en Bluetooth. Il y a une vidéo sur la chaîne, en fait, sur l'écoute filaire et l'écoute en Bluetooth. Dès qu'on a un bon matériel ou dès qu'on a en effet un casque fermé, il vaut mieux utiliser le filaire, hein, évidemment. J'espère que ça résonne pas trop quand je parle. Hein. J'ai du mal à savoir. J'espère que ça résonne pas trop. Voilà. Le XM3, on va revenir encore sur le XM3, et évidemment sur le XM3, qui est pour moi un des meilleurs casques, qui est à la fois un petit peu audiophile et qui est à la fois avec réduction de bruit, et qui peut travailler en filaire. Je rappelle un truc super important dans ces lives, parce qu'on parle entre nous du son et de tout ce qui va avec. La plupart, voire 99% des casques qui sont Bluetooth sont également des casques filaires. S'il y a un truc qui va pas, ou si vous avez un bon baladeur à leur mettre, vous basculez en filaire. Le seul truc, c'est que la plupart des casques qui sont donc Bluetooth sont des casques avec une architecture numérique. Ça fait qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques que des casques qui n'auraient pas d'architecture numérique. Mais par contre, en effet, vous pouvez toujours basculer et faire des essais filaires ou Bluetooth pour savoir si par hasard, dans les trucs, il n'y a pas une des deux versions qui serait mieux pour vos oreilles. Voilà. Donc, on compte. Il y a plein de loulous. Ah oui. Franchement, je suis en train de regarder. Je devrais pas le dire. Hein. Je devrais pas le dire. Il y a beaucoup de gens du Discord qui sont là. Ça me fait rire. Que penses-tu des Klipsch 7.2.4 avec ampli Onkyo? Moi, je te dis oui parce que Onkyo et Klipsch, ça se marie vachement bien, quoi. Donc, c'est vraiment plutôt cool, quoi. Le casque fermé. Alors, casque fermé, casque ouvert. Casque fermé, casque ouvert, il faut savoir que vraiment la vidéo qui a été faite sur sonvideo.com où on explique la différence casque fermé, casque ouvert, c'est vraiment dans la vidéo du grand déballage focal, les focales Elir, les focales Eleja. Vous avez en plus les interviews des deux créateurs de ces casques dans la vidéo. On vous explique la différence quand vous écoutez un bon fichier, bon, on va dire pris sur Cobuzz, bien sûr, la différence de qualité qu'il peut y avoir entre un casque ouvert et un casque fermé, qui n'est pas uniquement le fait qu'on peut écouter au travers. Hein. C'est un peu plus complexe que ça. Bon, là, il y a beaucoup de commentaires, je m'en prends 12 ou 13. J'espère voilà, merci de m'aider. Merci de m'aider dans les commentaires pour essayer de trouver des solutions à apporter à toutes les personnes qui sont en train de laisser des messages de tous les côtés. On revient également sur le cas Meze, hein, puisque Meze est très très conseillé pour tous les gens qui aiment l'audio. Meze a un produit qui s'appelle le 99 Classics, qui pour le prix est absolument étonnant. Attention, le Meze n'est pas un produit qui est forcément nomade. On entend vachement à travers du truc. Si vous me parlez de la marque Core, je vous dis oui tout de suite. Hein. Baltus, je ne connais pas. Le produit Core Mojo. Alors Core Mojo, regarde mes mains. Core Mojo. Ça, c'est vraiment un super produit. Sincèrement, c'est un super produit. Mais quelque chose de fou, quoi. Tellement c'est un bon produit. Oh là là, les commentaires de tous les côtés.
Ouais, c'est bien. Merci à Cobuzz et merci à sonvideo.com. Merci à Étienne et merci à Camille de répondre comme ça rapidement. Alors, différence entre symétrique et asymétrique, c'est la façon d'attaquer. L'expliquer comme ça, je préfère faire une vidéo, quoi, parce que c'est très compliqué. Quand c'est la masse. Symétrique ou asymétrique, dans un cas, tu as la masse qui sert pour gauche-droite. Et l'autre cas, tu as une masse pour le canal gauche et une masse pour le canal droit. Ça fait que tu sépares vraiment les choses et tu peux avoir logiquement une meilleure qualité audio. Voilà, tu n'utilises pas la même masse pour gauche et droite. Voilà, je te essaie de te résumer comme je peux. Voilà, il y a plein de tutoriels comme ça sur sonvideo.com qui peuvent expliquer ce qui est symétrique ou asymétrique. En général, en hi-fi, on utilise en effet deux masses différentes, pas une seule masse pour les deux canaux gauche, canal de gauche et canal droit. Voilà. Là, ça devient très technique, hein. Ça va être oula, voilà là. Quanta 2 et Macintosh MA252, moi je dis oui. Après, sonvideo.com va peut-être avoir un autre avis. Moi, je dis oui hein, sur le truc. Si vous venez d'arriver, parce que nous sommes 130 aux environs de 130, si vous venez d'arriver, sachez qu'à 19h, aux environs de 19h, il y aura Marc qui sera avec nous, donc le rédacteur en chef de Cobuzz, qui va donner ses coups de cœur. 19h15, un invité de Marc qui s'appelle Monsieur Pierre-Yves Lascar, qui va nous parler de la musique classique, des coulisses. Vous allez voir, c'est très très intéressant ce qu'il a à nous dire. En plus, comme je connais pas bien ce milieu, ça va être encore plus formidable pour moi, parce que j'ai vraiment posé des questions de béotien, donc on va tous apprendre quelque chose. Et en guise de clou du spectacle, on aura à 19h30 Olivier Visan, qui est donc le directeur de la marque Davis Acoustique. Et croyez-moi, il a des trucs à dire et j'ai des questions à lui poser. C'est une marque française que j'aime beaucoup et que je devais justement aller voir avant le confinement, mais malheureusement, donc voilà, on est tous coincés un petit peu entre nous, mais c'est bien, on peut comme ça discuter au travers de Facebook ce soir. On est en train d'expliquer dans les commentaires asymétrique et symétrique avec les masses. Hein. C'est en train d'être expliqué par toutes les personnes qui sont en train d'arriver. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, qui est un truc très important, c'est pour éviter le parasitage, entre autres, et l'intermodulation. Voilà, on a plein des mots qui sont très, très, très techniques. Mais en même temps, quand on commence à parler de casques symétriques et asymétriques, de liaisons symétriques et asymétriques, on commence à parler de choses qui commencent à être tout petit peu compliquées. Voilà. Et la plupart des casques dits haut de gamme permettent de connecter en symétrique ou asymétrique, au choix. C'est très très bien. Alors voilà, vous avez tous les avis qui sont en train de fuser de tous les côtés. Que penses-tu du Ifiman Sandura? Je ne le connais pas celui-là. Donc je laisse les gens de sonvideo.com répondre pour celui-ci parce que celui-ci je le connais pas. C'est des choses qui arrivent. L'ancienne colonne pour 1000 € avec Maranthe. Je laisse les gens sur sonvideo.com pour répondre. Voilà. Là, c'est bien parce que là, on est parti sur le symétrique et l'asymétrique. On a des réponses là-dessus. C'est que du bonheur. Je pensais pas, mais on est en plein bonheur complet. Et bien sûr, les avis entre les professionnels, ça n'a rien à voir avec l'intermodulation, ça a à voir. Moi, j'ai fait des cours là-dessus et c'est pas ce qu'on m'a dit. Donc, on peut y passer 3 ans. Les avis professionnels sont toujours un peu différents. Alors, le truc que je voulais dire actuellement, je suis désolé, je sais que j'ai beaucoup de pixels, pourtant j'ai une bonne liaison, donc je m'excuse de la qualité de ma tête pixelisée, on voit pas bien mes cheveux et j'en suis absolument confus. Je suis tout à fait confus. Alors, on va peut-être passer dans peu de temps parce que les questions, sincèrement, reviennent toujours sur le symétrique et asymétrique. Je vais peut-être avancer moi-même dans cela. Je vais avancer moi-même l'interview de Marc, parce que ça va être peut-être plus simple, parce que les questions sont malheureusement un petit peu redondantes sur un point sur lequel on est en train de rebondir dessus. Donc Marc, si tu es prêt, je pense qu'on va attaquer dans peu de temps ta chronique avec 10 minutes d'avance pour parler, et tu auras plus de temps, pour parler un petit peu de tes coups de cœur et de la raison pour laquelle tu as donné un coup de cœur aux trois artistes dont tu vas me parler maintenant, dont la notion de composissime, qu'il faut que tu expliques également aux gens qui nous rejoignent maintenant. Marc, je te laisse maintenant la parole tout en te remerciant d'être ici avec nous ce soir. Marc, c'est à toi, monsieur le rédacteur en chef. Oui, effectivement, donc c'est pas moi tout seul en fait, c'est une équipe éditoriale, on est plusieurs. On a vraiment un comité éditorial chez Cobuzz où on décide effectivement d'albums qu'on veut vraiment pousser, mettre en avant. Tu as parlé de Composissime, c'est effectivement, comme j'avais expliqué déjà, une récompense qu'on donne à peu près 2-3 fois par mois à un premier ou un deuxième album. Donc c'est vraiment un coup de pouce, un focus, un coup de zoom sur un artiste, un groupe qui est soit peu connu, soit un tout petit peu connu, pas connu du tout, dans tous les styles musicaux. Donc il y a eu des Composissimes classiques, électro, rock, world, jazz, etc.
Et le cobuzissime du moment, c'est une jeune Anglaise qui s'appelle Reine Harvieux, qui ça dira peut-être pas grand-chose à grand monde. En fait, cette Reine Harvieux, c'est un peu une résurrection, même si elle n'est pas connue. Pourquoi? Parce qu'en fait, en mai 2011, donc il y a quasiment 10 ans, elle a eu un très très grave accident qui lui a quasiment brisé le dos. Donc elle est partie à l'hôpital, elle est restée à l'hôpital pendant plusieurs mois, moitié paralysée, un nombre d'opérations incroyable. Et pourtant, elle venait juste d'être signée sur une major. Elle avait sorti un premier album à l'époque, il y avait un petit buzz, un petit peu. Et en fait, bon, elle s'est remise progressivement de cet accident. Il y avait évidemment une petite dépression qui a suivi. Elle a mis du temps à réécrire, à rejouer de la musique. Elle l'a fait. Et donc, elle sort ce deuxième album qui s'appelle Reveal in the Drama, qui est vraiment un superbe disque. Et cette Anglaise de Manchester, elle est sur un créneau pop, on pourrait dire un peu classique, un peu vintage. Disons que la palette aussi bien vocale que musicale de Reine Harvieux, ça pourrait aller, si on regarde un peu dans le rétro, à ces chanteuses pop des 60s comme Dusty Springfield, à jusqu'à peut-être aujourd'hui un peu des chanteuses comme Adele. Donc voilà, on est sur une pop qui est vraiment très luxuriante, avec des cordes, avec vraiment des sonorités parfois un peu 60s, un peu vintage, comme on en a entendu aussi notamment, par exemple, je pense à ce groupe Last Shadow Puppets, le side project du chanteur des Arctic Monkeys. Donc voilà, on est sur vraiment une pop très très léchée. Elle a aussi une voix qui fait penser un petit peu, alors je ne sais pas si certains se souviennent de cette chanteuse des années 90 qui s'appelait K.D. Lang, qui était une chanteuse qui était un peu classée. Génial. Voilà, qui avait vraiment une très belle voix. Et je trouve que en fait, la voix de Reine Harvieux vraiment se rapproche énormément de celle de K.D. Lang. Donc voilà, donc on est sur quelque chose un petit peu d'intemporel, c'est-à-dire que ça fait pas non plus trop vintage, mais ça fait pas non plus très 2020. Il y a des très belles chansons, assez introspectives évidemment avec tout ce qui lui est arrivé. Donc c'est vraiment un cobuzissime qui a été assez unanime dans le comité de rédaction de Qobuz. Donc ça c'est vraiment le premier coup de cœur. Évidemment il est disponible en IRS 24 bits sur Qobuz si vous voulez apprécier un petit peu tous les arrangements, l'enregistrement, enfin tout ce qui a été fait autour de cet album. Alors on va complètement changer de registre avec le deuxième album qui est l'album de la semaine. Donc chez Qobuz également, toutes les semaines, on sélectionne un album de la semaine. Et là aussi c'est pareil, on est très éclectique chez Qobuz. Des albums de la semaine, il peut y en avoir en classique, en électro, en rock, en jazz, en world, etc. Et là cette semaine, c'est un album de jazz, mais un album assez exceptionnel, puisqu'il n'est disponible que sur Qobuz. Il a été en fait fait... Trop des stars, quoi, je veux dire. Voilà, exactement. En fait, cet album, il a un rapport avec demain. Demain, c'est le 8 mai. Et le 8 mai, demain, ça sera le 75e anniversaire de Keith Jarrett, grand pianiste de jazz. Et en fait, son label, ECM, c'est son label depuis 1971. Donc là, il y a vraiment une fidélité entre un artiste et un label assez fascinante. J'en parlerai un petit peu d'ailleurs. Et donc, Manfred Eicher, qui est le producteur d'ECM, le fondateur de ce label, qui a une sorte de gourou un peu fou, qui a une approche de son complètement délirante, de captation sonore incroyable, qui est un type un peu incroyable. Il n'a toujours pas de téléphone portable. Enfin bon, c'est vraiment c'est presque une star en fait aussi lui. Et donc, Manfred Eicher a sélectionné dans l'immense discographie de Keith Jarrett 5 morceaux. Et donc il a confectionné cet album qui s'appelle Keith Jarrett 75, soit Keith Jarrett 75. Donc il sera disponible à partir de demain exclusivement en téléchargement sur Qobuz. En fait, Keith Jarrett, c'est vrai que dans l'histoire du jazz, c'est un petit peu un pianiste, un musicien à part entière. C'est un peu une petite planète à lui tout seul. Il a commencé à côté de Miles Davis, mais très rapidement il est parti en solo. Et en fait, il a fait énormément parler de lui au tout début des années 70 parce qu'il a enregistré l'un des disques qui a été peut-être fait partie des 5 disques de jazz les plus vendus de toute l'histoire du jazz, qui est le concert de Cologne, le fameux Köln Concert de Keith Jarrett, où donc il était, comme son nom l'indique, en concert à Cologne, seul au piano. Et déjà, il y a un peu toute son empreinte, toute sa patte musicale, qui est un jazz vraiment atypique. Keith Jarrett va énormément puiser dans le classique, fait des improvisations fleuves très très lyriques. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il a déroulé toute une carrière finalement pas si monolithique que ça. Et on peut le voir d'ailleurs dans cet album Keith Jarrett 75, notre album de la semaine, puisque Manfred Eicher a choisi aussi bien des morceaux en solo, il a choisi des morceaux aussi en trio. Il a un trio mythique avec Jack DeJohnette et Gary Peacock. Il y a également un morceau également en quartet. Il a eu un quartet avec des musiciens scandinaves dans les années 70 qui était aussi assez différent. Pareil, un jazz complètement atypique. Il était un peu le seul à jouer. Et cet album exclusif se termine également avec un autre morceau de ce fameux trio avec Gary Peacock et Jack DeJohnette. Donc je rappelle vraiment qu'on est assez fiers chez Qobuz d'avoir cet album confectionné par Manfred Eicher juste pour Qobuz, évidemment disponible en IRS 24 bits.
J'ai une question, je te pose la question tout de suite. Cet album dont tu parles, là, je suis vraiment le béotien moyen. Bon, qu'est-ce que j'arrête, je connais parce que ça, bon, je m'intéresse à la musique, à tous les types de musique. Moi, il me fait toujours penser au travail également fait par Herbie Hancock ou ces gens qui sont absolument incroyables. Mais une fois, il est spécifique à Cobuzz, mais est-ce qu'il va se retrouver ailleurs, par exemple, dans 3, 4, 5, 6 mois, où j'ai pas bien compris le truc? Non, non, en fait, si tu veux, c'est vraiment c'est une compilation en fait que Manfred Eicher a conçue pour nous. Donc c'est vraiment j'allais dire, enfin le mot est pas terrible, pas produit, mais j'ai un objet artistique conçu par Manfred Eicher avec un début, un milieu et une fin. Il y a vraiment une chronologie et un choix dans les 5 morceaux qu'il a choisis. Et cet album, donc qui sera uniquement disponible en digital, uniquement donc en téléchargement, ne sera disponible que sur Cobuzz. Il a vraiment été conçu que pour Cobuzz et on le trouvera vraiment nulle part ailleurs. C'est de la folie. Exactement, je ne te le fais pas dire. Voilà. Mais non, Alors, mais j'apprends les choses avec toi, j'apprends les trucs. Oui, je t'écoute, Marc. on va. En plus, oui, c'est vrai que c'est un album. C'est intéressant que ce soit Manfred Eicher qui l'a fait parce que, comme je l'ai dit au tout début, c'est vraiment le producteur. On sait que dans l'histoire de la musique, et pas d'ailleurs que dans l'histoire du jazz, que ça soit dans le rock, dans le funk, dans la soul, dans plein de genres musicaux, il y a souvent eu parfois des associations entre un producteur et un musicien. Je pense par exemple, je sais pas, Al Green avec Willie Mitchell. Enfin, il y a vraiment eu des étincelles. Et c'est vrai que Keith Jarrett avec Manfred Eicher, c'est un tandem incroyable parce que 1971-2020, c'est complètement unique et assez fascinant. Et donc, ça a, je pense, une certaine valeur que ça soit lui qui ait conçu cet album exclusif. Alors pour la réédition de la semaine, donc qui est le 3e album, alors là toujours on est aussi assez éclectique, parce que il y a 15 jours je vous avais parlé de la réédition de The Chronic, le premier album solo de Dr. Dre, qui était enfin disponible en streaming et en téléchargement. Alors là on reste dans le jazz, cette fois-ci avec un album un petit peu une sorte de grand classique de l'histoire du jazz, qui est dans toutes les discothèques idéales. C'est un album qui a été enregistré en octobre 1957 et qui est sorti 2 ans après en 59. Et qui s'appelle Coleman Hawkins Encounters Ben Webster. Donc Coleman Hawkins, Ben Webster, 2 des plus grands saxophonistes ténors de l'histoire du jazz. C'est vraiment 2 géants. On pourrait dire que de cette génération-là, le 3e, c'est Lester Young, qui était très proche de Billie Holiday. Et donc cet album, enregistré en 57, c'est un peu la quintessence de ce son chaleureux, presque lyrique du saxophone ténor. C'est-à-dire cette grosse voix vraiment incroyable. Les 2 ont un énorme respect l'un pour l'autre. Coleman Hawkins est un petit peu plus âgé au moment de l'enregistrement, je crois il a 52 ans, Ben Webster 48, et il y a vraiment une sorte de tango entre ces deux sonorités. Aucun des deux n'essaye de tirer la couverture à lui, il y a vraiment une sorte de conversation, c'est assez magique. Alors évidemment, les fans de jazz, pas besoin de les convaincre. Je pense que c'est un album qui peut aussi plaire à ceux qui sont ouverts, éclectiques, etc., qui ont un peu cette image de cliché du jazz, avec ce son chaud. On a presque l'impression qu'on va voir un club de jazz en fumée, même si les clubs de jazz en fumée, ça n'existe plus maintenant, il n'y a plus la fumée. Et on pourrait effectivement entendre cet album de Coleman Hawkins et Ben Webster, qui est sorti sur le label Verve, là encore, label mythique de l'histoire du jazz. J'ai parlé d'ECM tout à l'heure. Là, évidemment, Verve, c'est là qu'ont enregistré les plus grands, donc ces 2-là, mais aussi Oscar Peterson, Ella Fitzgerald, Billie Holiday et encore d'autres pointures. Aux côtés de ces 2 grands souffleurs, il y a également d'autres musiciens tout aussi géants, qui sont un petit peu plus jeunes au moment de l'enregistrement. Il y a Oscar Peterson au piano, il y a Herb Ellis à la guitare, il y a Ray Brown à la contrebasse, il y a Alvin Stoller qui est un peu moins connu à la batterie. Donc on a la majorité des compositions sont plutôt des ballades, mais c'est vraiment un album assez démentiel. Évidemment, la qualité, la RS 24 bits permet de savourer, j'allais dire, cette captation sonore faite par Norman Granz. Norman Granz, c'était le patron de Verve, du label Verve, qui était aussi un grand producteur, qui a aussi été très proche de ces musiciens. Donc là, on tient vraiment une réédition de discothèque idéale. On peut évidemment y aller les yeux fermés. Et Verve, régulièrement, ça je dis ça pour ceux qui s'intéressent aux rééditions, peuvent venir sur Cobuzz, parce que régulièrement, Verve remasterise, réédite en ARS 24 bits les trésors de son catalogue qui est assez immense. Si je peux ajouter un petit truc technique, il faut quand même faire comprendre aussi aux gens, parce qu'on parle de 24 bits, tu parles beaucoup de ça et c'est normal, c'est Cobuzz. Moi, je voulais ajouter ma petite pierre à l'édifice concernant justement les enregistrements qui sont dits vieux, c'est-à-dire les choses que tu as enregistrées, je crois que tu parles de 57 dans le cas présent, c'est ça? Exactement, 16 octobre.
16 57, c'est enregistré donc, c'était pas numérique à l'époque, on enregistrait ça donc de façon analogique. Il faut savoir que quand on a ce type d'enregistrement, si c'est bien fait, je ne connais pas celui dont tu parles, si c'est bien fait, entre guillemets, on a donc un master de départ qui est quand même assez incroyable pour justement faire une excellente conversion, donc analogique numérique, avoir quelque chose qui est exceptionnel dans l'amplitude en 24 bits, si l'on fait en 44 ou en 48 ou 96 ou même plus. On a une matière absolument dingue qui n'est pas un enregistrement qui est directement calé en numérique avec une fréquence particulière. On a des bandes. Et moi, les plus beaux travaux que j'ai vus, moi, en audio, sont quelquefois faits à partir de, justement, de bandes, d'albums qui sont, entre guillemets, plus anciens et qu'on a retravaillé avec les moyens actuels. Et c'est souvent assez sublime. C'est vraiment une redécouverte. Il faut préciser en plus pour cet enregistrement-là, c'est qu'il a été aussi enregistré dans une Rolls, qui est les studios Capitol à Hollywood, où Sinatra a enregistré plein d'albums. Enfin, il y a plein de grands noms. La Tour. Plein de studios pourris. Voilà, il y avait quand même du matériel de pointe de l'époque, même si effectivement, ça ne remet pas en cause tout ce que tu viens de dire, l'époque, etc., le matériel en question. Mais c'est vrai que bon, le studio Capitol était équipé de matériel assez hors norme, quoi. Ouais, complètement. Donc ça, moi, tu vois, je rebondis encore sur ce que tu dis. Sincèrement, il y a vraiment des fois où quand j'achète même un truc sur Qobuz, il y a des trucs, je me dis tiens, je vais essayer parce que je connais l'histoire de cet album ou de ce morceau et je l'avais jamais écouté peut-être de la façon dont on va pouvoir l'écouter maintenant parce que je crois en effet à certaines qualités qu'avaient certains endroits qui sont donc, on peut dire légendaires ou historiques et qui permettent justement d'avoir d'excellents masters de départ avant le travail en 24 bits. Voilà, c'est ma petite pierre à l'édifice. Non, mais complètement. Après, effectivement, il y a des travaux de réédition, des travaux de réédition qui ne sont pas les mêmes d'un enregistrement à l'autre, d'un producteur qui remasterise à l'autre, d'un label à d'autres. À la rigueur, je pense que Pierre-Yves Lascar, un peu plus spécialiste que moi de tout ce qui est captation, etc., pourra en parler. Il est aussi très expert dans tout ce qui est réédition et de captation d'enregistrement ancien, même si son label est un label contemporain. Voilà, je pense qu'on se rend compte, il y a plein d'albums qu'on a redécouverts, on n'avait pas entendu qu'au fond à droite, il y avait un petit morceau de flûte ou caisse claire, etc. Et d'autres, parfois, on est déçus, où il y a des remasterisations et des rééditions qui sont décevantes. Donc effectivement, il y a vraiment à boire et à manger. Complètement, parce qu'il y a des fois, tu sens qu'on était déjà à la limite de ce qu'on pouvait faire en mastering et que tu as beau rajouter des trucs, bah, tu n'entends rien de plus, entre guillemets. Mais souvent, sur les vieux trucs, moi, j'ai écouté des choses absolument incroyables, des redécouvertes. Donc, je suis content que tu parles de cet album et c'est vraiment génial. Je jetterai un coup d'œil, enfin un coup d'oreille dessus. Tu me donneras ton avis, tu me diras ce que tu en auras pensé. Bon, là, on a parlé de tes 3 coups de cœur. Tu as d'autres petits trucs à dire. Moi, j'ai une question à te poser puisque tu es au cœur de la situation actuellement, Marc. Est-ce que tu as des nouvelles de tous ces albums qui sont repoussés, reculés, voire peut-être, je sais pas, annulés? Est-ce que toi, tu as des infos en tant que rédacteur-chef de Qobuz? Tout à fait. On a déjà non, les plannings là sont en train de totalement se restabiliser. Donc, on a des albums qui vont sortir vraiment très prochainement. D'ailleurs, aussi les 3 dernières semaines étaient vraiment assez pauvres en sortie. Ça commence à se réveiller un petit peu, on va dire, dans les 15 prochains jours. Pas demain, vendredi, parce qu'il y a très peu de sorties, mais à partir du vendredi d'après, courant fin mai et début juin, on a énormément déjà de sorties qui sont replanifiées. Juillet, c'est la même chose. Juillet était habituellement un mois plutôt assez pauvre en sortie ça allait jusqu'au 10-15 juillet, mais là, évidemment, pas mal d'artistes, pas mal de labels vont rattraper. Il y a des albums qui sont repoussés à plus tard. Je pense notamment à celui d'Alicia Keys, par exemple, qui est reporté en décembre. Mais il y a par exemple Lady Gaga aussi qui va pas tarder. Enfin bon, il y a vraiment des choses. Voilà, ça s'étale, ça se replanifie. Il y a plein de choses qui vont arriver d'ici 15 jours et on va revenir sur un rythme, j'allais dire, plus classique en termes de quantité de sorties. Et je pense que le mois de juin va être assez costaud. Ouais, ok, mais tu sais n'importe comment. Le truc, c'est les albums qui sont déjà prêts. Sont prêts, c'est qu'à de le dire, ils étaient prêts à être lancés, mais il y a ceux qui étaient en cours de finalisation où c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il faut faire le mastering, il y a plein de trucs derrière, et si certains sont fermés. Les reports est essentiellement dû au planning promo, c'est-à-dire que quand un musicien sort un album, il est disponible pour faire de la promo, des interviews, des sessions live, il se balade aux 4 coins du monde, parfois c'est même en parallèle avec une vraie tournée, donc évidemment tout ça est annulé, on a pu le voir, on en a fait d'ailleurs pas mal sur notre Facebook, on a eu pas mal de musiciens qui sont enregistrés, qui ont fait des lives chez eux, qui ont fait des petites sessions quand c'était possible. Donc on a eu effectivement des centaines, voire des milliers de sessions live, souvent acoustiques ou parfois juste à 1 ou 2
capté. Et Qobuz en a diffusé, tous les autres médias, j'allais dire de la planète, en ont diffusé. Des musiciens eux-mêmes sur leurs réseaux sociaux, que ce soit sur leur Facebook ou sur leur Instagram, en ont également diffusé. Donc c'était assez intéressant de voir justement comment la majorité des musiciens a un peu réagi, quoi. On a eu énormément de musiciens qui avaient ce besoin, et pas d'ailleurs obligatoirement parce qu'ils sortaient un album, juste qui avaient besoin de jouer, soit parce que leur tournée était interrompue, soit comme tu disais, peut-être qu'ils étaient en train de préparer un nouvel album, et ils avaient besoin soit de communiquer avec un public, soit de faire autre chose que juste un truc dans leur salon, quoi. Et donc il y a eu comme ça énormément de live, souvent d'ailleurs assez intéressants, quoi. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi et je rebondis par rapport justement au chat parce que ça bouge pas mal. Il y a beaucoup de gens, bien sûr, qui sont en train de réagir par rapport à nos propos sur ce que tu dis sur les lives et ce qu'on dit sur les rééditions de masterpieces pieces qui ont été enregistrées avec de l'analogique plus transféré en numérique. Il est évident que tout ceci, la perception qu'on peut en avoir, il faut bien sûr avoir le matériel qui va derrière et a priori aussi bien connaître les morceaux originels. On va avoir du mal à détecter quelque chose si on connaissait pas déjà le morceau. Ben, c'est un peu toujours comme ça. Je me souviens avant la période de la dématérialisation, quand les gens allaient dans un magasin pour s'acheter une chaîne, ils débarquaient avec leur CD de prédilection. Ouais. Donc en général, c'était toujours les trois mêmes. Il y avait Dark Side of the Moon, Kind of Blue de Miles Davis, et éventuellement le Köln Concert de Keith Jarrett, ou éventuellement du rock pour ceux qui aimaient plutôt le rock. Donc voilà, je pense que Michael Jackson. Voilà, ou Michael Jackson Thriller. L'appréciation en fait de toutes ces rééditions se fait déjà par rapport à la connaissance qu'on a ou pas de l'enregistrement d'origine. Totalement d'accord. C'est pour ça, je veux dire, pour répondre au chat, c'est vraiment et le matériel et la connaissance qu'on a du morceau pour pouvoir apprécier quelque chose qui serait plus pointu, plus finaux. Moi, en réécoutant justement Thriller de Michael Jackson ou bien Wannabe Started Something sur l'album Thriller, j'ai découvert des trucs en l'écoutant d'une façon différente entre la qualité CD et la qualité 24. J'ai vraiment senti la nuance immédiatement. Mais encore une fois, je connaissais bien les morceaux. Donc ça, c'est pour répondre au chat parce qu'il y a plein de questions et c'est génial, quoi. C'est absolument génial. Toujours, on part d'un mastering qui sort de studio qui est au top, et plus on va descendre dans les supports, plus on va baisser. Je recommande éventuellement à ceux qui peuvent regarder. On avait fait chez Qobuz une interview de Chab, spécialiste du mastering, qui avait travaillé notamment sur le dernier album de Daft Punk, Random Access. Et il explique justement très bien comment finalement il doit travailler pour chaque support. Donc, pour le 24 bits pour des plateformes comme Qobuz, et ensuite il descend, voilà, le CD, etc., et jusqu'au MP3. Donc voilà, de toute façon, on part d'un certain sommet et on le travaille. Après, là, c'est différent parce que là, on ne parle pas d'enregistrement nouveau, on parle de réédition. Donc, oui. Il y a à évoquer tout à l'heure, où là, on récupère des bandes, c'est totalement différent. Non, mais je comprends très bien. De toute façon, c'est le petit aparté que je vais faire sur la vidéo. C'est la même chose quand on fait un film, qu'on le tourne en numérique, il va être fait ou masterisé quelquefois en 4K, et on va faire un master, donc 4K pour les gens qui ont du 4K. On va faire un master pour quelquefois d'autres plateformes qui sont en Full HD. On va redescendre comme ça. C'est des masters différents. On essaie de réégaliser, mais à la base, le master est 4K. Tu vois. On retravaille chaque master par rapport au type de destination. C'est ce que tu dis, exactement. Et ça fonctionne de la même façon. Il y a aussi également effectivement le support, tu as parlé des bandes tout à l'heure, mais il y a tout simplement, ne serait-ce que la prise de son, l'importance de l'ingénieur du son. Là aussi, c'est pareil. À quoi ressemble la prise de son initiale de départ de toutes ces rééditions? J'ai une question pour toi, Marc, que tu ne vois peut-être pas, parce que lui, j'ai beaucoup de gens qui me parlent, je vais donner les titres, des rééditions ou des remasterings de Jethro Tull ou bien Steven Wilson. Est-ce que tu as jeté un oreille à ça ou pas du tout? Est-ce que vous les avez en catalogue? Là, on a vraiment là, c'est un travail presque, j'allais dire, c'est pas juste un remastering simple, c'est vraiment quelque chose, il y a vraiment un gros travail derrière qui est refait. C'est pas genre juste, on prend une vieille bande et on la remasterise. J'allais dire, je pense aussi un peu à ce qui a été fait, où là, d'ailleurs, même, c'est un travail, je pense qu'il y a un peu un débat qui va autour. Le fils de George Martin, le producteur des Beatles, qui a remasterisé des albums des Beatles, mais qui a vraiment changé des choses. Donc là, on est sur des débats plus profonds. On n'est pas juste sur un nouveau master basique, quoi. Mais en tout cas, effectivement, je sais que Wilson, c'est un gros fan de tous les grands classiques du rock progressif, même si lui, ce qu'il fait, c'est un rock progressif un peu plus hybride. Et donc, effectivement, je sais que le travail qu'il a fait sur tout ce qui est Jethro Tull a été plutôt assez salué par les fans des albums d'origine, quoi.
D'accord, c'est passionnant ce que tu dis parce que vraiment le chat a bien répondu derrière. Il y avait vraiment des questions qui fusaient que tu pourras regarder après. Marc, je vais être obligé de te laisser un petit peu parce qu'il va justement falloir donner la parole dans quelques instants à Pierre-Yves Lascar qui va lui parler d'un univers un petit peu différent de celui que tu as évoqué et ça va être l'univers de la musique classique. Et donc je vais te redonner la parole tout à l'heure. On restera ensemble de toute façon jusqu'à 19h45, fin de ce live et on pourra se faire un petit coucou comme ça de bye bye. Mais je vais donner la parole donc à Pierre-Yves qui doit être là au taquet en train d'attendre pour intervenir rapidement. Pierre-Yves, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Enfin, tu vas bien, Pierre-Yves? Oui, oui, ça va. Je vais très bien. Ça va? T'es bien chauffé avec Marc et moi, on a commencé vraiment à rentrer dans le dur. Alors d'abord, tu vas me dire qui tu es, parce que moi, je te connaissais pas avant de faire préparer cette émission et je trouvais le parcours extrêmement intéressant et c'est pour ça que je suis content que tu sois ici pour parler aux gens ce soir. Qui es-tu, Pierre-Yves? Alors, j'ai plusieurs casquettes. En réalité, c'est jamais simple de me résumer, on va dire. D'une part, j'ai un label phonographique, Artalina, sur lequel je produis des jeunes artistes, notamment des pianistes, des jeunes pianistes classiques qui sont en développement, qui ne sont pas encore très connus, et avec lesquels donc, je fais divers projets de répertoire, du classique, des choses plus connues que d'autres parfois. Voilà, donc ça c'est l'une de mes activités. J'ai créé aussi il y a quelques années une série de concerts qui pour l'instant est pour différentes raisons un peu en repos. Et puis je suis aussi très lié à Cobuzz puisque je suis moi-même responsable en fait, on va dire des sélections classiques sur Cobuzz. Donc, toutes les sélections des nouveautés, par exemple, chaque semaine, c'est donc moi directement qui m'en occupe. Par exemple, donc je suis assez lié à Cobuzz aussi pour ça. Voilà. D'accord. Je voulais ajouter un truc avant que tu continues. On va retrouver Marc tout à l'heure, hein, parce que là, on a l'impression que je vais un petit peu… pas du tout. C'est parce que Marc va rester dans les parages, il va venir m'embêter. Je lui ai pas coupé le sifflet, hein, parce que j'entends la production dans l'oreillette qui me dit oui, oh là là, non, pas du tout. Je lui ai pas dit au revoir. Alors arrêtez à la prod, hein, un petit peu. C'est les inconvénients du direct. Et déjà, t'es là et puis tu vois les trucs arriver, t'es là, voilà. Pierre-Yves, tu vas m'expliquer ce qui m'intéresse, moi, puisque je t'ai ici, c'est de connaître les coulisses de ce que tu fais. Parce que c'est un truc que les gens n'en entendent pas parler. Même moi, je suis pas tout à fait au courant de la façon dont tu t'y prends pour gérer, en effet, ce label, pour gérer… Moi, j'ai entendu parler également des nuits oxygènes. Si tu pourras m'en parler également de ça. Qu'on connaisse les coulisses, tu vois, de ton métier, d'une de tes casquettes. Alors, au niveau de mon label Artalina, moi, ce qui m'intéresse, c'est donc de produire de la musique. Ce qui m'intéresse en priorité, c'est de concevoir des projets artistiques avec des artistes pour lesquels j'ai eu un coup de cœur. Donc, d'imaginer des programmes de répertoire, donc telles œuvres de Beethoven, de Schubert, de Debussy, d'essayer éventuellement de les associer à des œuvres un petit peu moins connues pour essayer finalement de faire découvrir aussi du répertoire, parce que je suis quelqu'un qui est très intéressé pour découvrir plein de choses. J'essaye tous les jours d'enrichir ma culture du répertoire en écoutant énormément de musique très différentes. Donc j'ai un petit peu envie aussi de faire partager parfois mes découvertes aux auditeurs, aux consommateurs, et donc d'essayer aussi de trouver les artistes qui peuvent défendre ces répertoires-là, mais aussi de permettre aux artistes, à ces jeunes artistes qui ont besoin de se faire connaître, de montrer aussi en fait leur excellence en les proposant en fait dans des répertoires dans lesquels ils sont vraiment à l'aise. Donc c'est une sorte d'équilibre assez particulière que j'essaye de trouver en fait dans mon travail avec les artistes. Je comprends très bien, mais quand tu as commencé tout à l'heure ta diatribe en parlant, je vais découvrir des artistes. Par quel biais, toi, qu'est-ce que tu utilises comme biais pour découvrir ces artistes? Quelle est ta façon de les sourcer? Il y a différentes possibilités en fait de découvrir des artistes.
Il y a des possibilités très simples, écouter des plateformes de téléchargement comme Qobuz et tout ça, donc fureter à travers les nouveautés. Donc il y a énormément de nouveautés qui paraissent chaque semaine, donc c'est quand même très facile de découvrir des artistes que l'on ne connaît pas, de divers pays et tout ça, puisque évidemment on est en France avec une scène classique extrêmement vaste et extrêmement développée, mais il faut savoir qu'en Angleterre, cette scène-là est encore plus importante. En Allemagne, cette scène classique est encore plus importante. Et après, il y a évidemment tous les autres pays. Voilà, il y a énormément de choses qui se font aussi dans les pays scandinaves, en Europe centrale. Et donc, avec l'actualité discographique, on a aussi la possibilité d'être extrêmement documenté sur chacune des scènes un peu locales qu'il y a dans l'intégralité de la scène classique. Ensuite, évidemment, il y a aussi YouTube qui reste évidemment une possibilité de découvrir des artistes que l'on ne connaît pas. Alors, pas évidemment dans les mêmes qualités que sur Qobuz, ce qui peut parfois aussi poser problème dans le domaine de la musique classique, dans la mesure où on a quand même besoin d'avoir des supports qui sont de bonne qualité. Et puis après, évidemment, il y a le concert, il y a aussi ses relations personnelles, les amis, les relations avec le milieu pédagogique. Le carnet d'adresse. Carnet d'adresse. Voilà. Moi, j'ai des questions qui fusent, mais la question qui fuse, c'est celle qui revient. Quel est ton dernier coup de cœur? Est-ce que tu as, par exemple, un coup de cœur qui est un truc vraiment qui t'a super marqué, là, tout récemment, un truc voilà, qui t'a fait bondir? Dans les jeunes artistes, pas réellement. Après, il y a évidemment des artistes plus installés qui sont remarquables et qui se singularisent par la qualité de leurs interprétations. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu as parce que là, tu as des noms à donner, ou est-ce que tu veux pas les donner pour pas qu'il y ait des jaloux? On dit oui, voilà, Pierre-Yves a dit le nom de cette personne-là et pas nous et tout. Tu vois, est-ce que tu peux nous citer quelques noms pour que les gens se repèrent un peu? Ah oui, bah, tout récemment, il y a un fort bel album, par exemple, qui est paru chez Alpha, qui est décidément un label de très grande qualité aujourd'hui dans la scène classique, qui propose vraiment chaque semaine, ou en tout cas très régulièrement, des très très beaux projets. Et il y a une intégrale de l'œuvre pour violoncelle et piano de Beethoven, qui est sortie avec donc deux formidables musiciens, et notamment le violoncelliste qui s'appelle Nicolas Hallstedt, qui est un violoncelliste absolument extraordinaire, franco-allemand, ou plutôt germano-français, puisqu'il est un peu plus installé en Allemagne qu'en France. Et c'est un violoncelliste absolument remarquable qui vient d'engager une collaboration assez étroite avec le label Alpha. Et je recommande vraiment tout particulièrement la dernière parution chez Alpha, qui est donc consacrée à toutes les sonates pour violoncelle et piano de Beethoven. Alors je devrais dire plutôt piano forte, puisque dans cette interprétation, le pianiste très célèbre joue un très beau piano forte. Donc c'est pas un piano moderne, c'est entre guillemets un instrument d'époque. Et donc voilà, donc c'est aussi une petite particularité, parce que c'est un pianiste, on va dire, moderne, classique, qui joue sur piano forte cette fois-ci. Et c'est vraiment un très bel enregistrement. Pierre-Yves, que tu m'expliques bien les choses. Je saisis, je mets toujours, je suis le porte-parole des gens qui sont en train de te regarder. Est-ce que toi, quand tu as repéré, on va dire, tu as repéré un talent, il s'appelle XYZ, est-ce que quand tu as repéré ce talent, tu vas l'aider après à faire ses enregistrements, entre guillemets, à produire, à le mettre sur scène? Explique-moi, est-ce que tu t'occupes de ça, toi, dans les coulisses de ce que tu fais, une de tes casquettes? Alors moi, je ne suis pas du tout manager. C'est-à-dire que je m'occupe absolument pas de toute la partie agenda de concert Ok, cette partie-là, c'est pas toi. des artistes. Donc Oui. moi, c'est pas du tout mon domaine. Donc je ne fais pas du tout ce travail-là. Moi, mon travail avec les artistes à l'heure actuelle est de vraiment concevoir des projets d'enregistrement avec eux. Et donc, c'est produire des enregistrements, donc aller en studio, voilà, financer, enfin, voilà.
Donc là, tu vas en studio. Donc, est-ce que tu as, par exemple, parce qu'on va aller beaucoup plus loin dans la discussion, c'est ce que je voulais t'amener sur ce point-là. Est-ce que toi, justement, en tant que Pierre-Yves Lascar, en tant que producteur, est-ce que tu as des studios favoris où tu vas tout le temps, tu travailles avec tel type d'ingénieur du son par rapport à telle demande? Est-ce que tu as des endroits favoris comme ça ou c'est un peu au gré de l'enregistrement que tu dois faire? Tu travailles avec des gens qui sont toujours les mêmes pour l'enregistrement? Comment tu bosses? Alors, je travaille, alors en termes d'ingénieur du son, je travaille très régulièrement avec les mêmes personnes, notamment Frédéric Briand, qui est un ingénieur du son assez connu dans le secteur de la musique classique. Il fait beaucoup de productions pour beaucoup de labels. Il a de formidables micros et il a cette, comment dire, très rare qualité qui n'est pas donnée à tous les ingénieurs du son d'enregistrer très bien le piano, qui est donc, on va dire, mon domaine de prédilection. Donc, j'ai fait énormément d'enregistrements avec Frédéric Briand par le passé, un petit peu moins maintenant pour différentes raisons. Aujourd'hui, je travaille plutôt avec un directeur artistique qui est lui-même pianiste, qui s'appelle Nikolaos Samaltanos et qui fait beaucoup de production aussi de piano et qui est installé à Paris. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine de la musique classique, on travaille un petit peu différemment quand même de la pop, de l'électro. On a beaucoup moins, on va dire, comment dire, ce goût pour, on va dire, les studios, on va dire, construits dans le but de faire des enregistrements. On aime bien les acoustiques naturelles. Les grandes acoustiques pour faire des enregistrements classiques en général ne sont pas des studios constitués ou vraiment pas vraiment. Donc moi j'ai en effet on va dire quelques lieux de prédilection qui ont été par le passé largement utilisés et exploités par les grands labels d'autrefois, type Philips, Deutsche Grammophon, et puis pas mal d'autres. Donc, en l'occurrence, le célèbre studio de la Chaux-de-Fonds, qui est en Suisse, qui est sans doute l'une des 2 ou 3 plus grandes acoustiques en Europe, qui est une très belle salle. Et en fait, c'est là où le label Philips a fait énormément d'enregistrements, notamment la plupart de tous les enregistrements de Claudio Arrau, ce pianiste chilien qui avait engagé une collaboration dans les années 60 extrêmement étroite avec le label Philips. Et donc tous les enregistrements, on va dire, de la fin des années 70, par exemple, notamment je pense au Debussy de Claudio Arrau, qu'il avait fait en 1979-1980, ont été faits là-bas. Et sur le piano que la Chaux-de-Fonds avait en fait acquis au milieu des années 60, qui a été longtemps considéré comme l'un des plus beaux pianos au monde. Et donc Claudio Arrau, quand il allait à la Chaux-de-Fonds, utilisait ce piano-là. Donc il y a toujours cette histoire aussi autour des lieux, autour des instruments. C'est ce qui est assez intéressant avec le domaine de l'enregistrement de piano, c'est qu'au-delà du choix du lieu d'enregistrement, il y a aussi évidemment le choix du piano, qui est encore une très vaste question, extrêmement difficile à résoudre, puisque un piano peut convenir à un pianiste et peut ne pas convenir à un autre. Il y a des très beaux pianos, des pianos, on va dire, standards qui vont se révéler, on va dire, excellents pour certains musiciens et pas du tout excellents pour d'autres. Donc, c'est extrêmement difficile de faire des arrangements de piano aussi pour cette donnée-là, parce que, évidemment, le support de travail d'un pianiste, c'est son piano. Et donc, il faut aussi, on va dire, accorder une certaine importance à cet aspect-là. Bon, c'est passionnant, mais j'ai une question qui revient, qui est directement liée à ce que tu dis. Tu m'as parlé tout à l'heure d'un monsieur qui est connu dans cette profession, c'est Frédéric. Donc, est-ce que lui, il avait son propre studio d'enregistrement ou est-ce que tu allais avec lui ailleurs? Non, Frédéric Briand n'a pas son studio d'enregistrement. Il se déplace à chaque fois pour faire des enregistrements. Donc, moi, je suis allé avec lui. Concrètement, je suis allé donc, dans ce studio à la Chaux-de-Fonds. Je suis aussi allé dans une autre salle en Allemagne qui est extrêmement célèbre et qui est d'une très grande qualité, qui se trouve à Neumarkt in der Oberpfalz, dans le nord de la Bavière, entre Nuremberg et Regensburg. C'est aussi l'une des grandes salles, enfin, fortement appréciées par les labels classiques et notamment le label ECM, donc le label de Keith Jarrett dont parlait Marc tout à l'heure. Ouais.
a fait énormément d'enregistrements dans cette salle à Neumarkt et c'est vraiment réputé, ils le disent eux-mêmes, comme étant l'une des plus belles acoustiques d'Europe. Donc moi, j'ai vraiment le désir, en fait, dès le départ, on va dire, d'offrir aux artistes que j'essaye de soutenir avec mes moyens, vraiment de leur offrir voilà, des conditions assez exceptionnelles d'acoustique, d'enregistrement, parce que je reste persuadé, avec ma culture, on va dire, de discophile et de mélomane passionné, je reste persuadé que ces conditions-là, on va dire, contribuent pour une grande part à la réussite d'un enregistrement et puis surtout, accessoirement, au plaisir que va en retirer ensuite l'auditeur. Et je pense que c'est absolument essentiel, en fait, d'offrir du plaisir aux auditeurs. Voilà. Je suis d'accord. Est-ce que, moi je t'écoute, est-ce qu'on peut parler maintenant d'une sorte de label, Pierre-Yves Lascar, par rapport à une captation, la façon dont c'est fait, parce que là il y a carrément un saut de qualité qui est validé par toi. Il y a une exigence qui est extrême, visiblement, par rapport à tout ce que tu dis. Moi je parle d'un saut de qualité là par rapport à ton discours. Moi ce que j'aimerais également savoir, est-ce que là actuellement, là on parle, est-ce que tu as des projets dont tu pourrais nous parler dans les semaines et mois à venir, des artistes peut-être que tu as envie de mettre en avant tout de suite, ou des projets d'enregistrement, d'un truc que tu veux faire, qui pourraient intéresser tous les gens qui sont en train de nous regarder, Pierre-Yves? Alors, j'ai pas mal de projets en cours et je profite de la période du confinement pour avancer sur tous ces projets, puisqu'on n'a pas d'autre choix que de rester chez soi. Donc, c'est vraiment une bonne période pour essayer d'avancer dans tous ces projets. Parmi tous les projets que j'ai pu faire par le passé, il y en a un qui s'est dégagé pas mal. C'est l'enregistrement de ce pianiste allemand Severin von Eckartstein, consacré à Debussy et à Dupont, qui avait reçu beaucoup de récompenses et qui avait vraiment très très bien marché. D'ailleurs, il avait eu pas mal de succès aussi sur Cobuzz. Donc, je recommande cet enregistrement-là si les auditeurs veulent absolument écouter, on va dire, quelque chose qui a été salué par tous les journaux, on va dire. Et puis, alors, en effet, donc, dans les projets à venir, il y a pas mal de projets en prévision. Là, dans une quinzaine de jours, il y a un album Fauré, avec des grandes œuvres donc, de Gabriel Fauré, par une jeune pianiste russe qui s'appelle Alexandra Matvievskaya. C'est un album que je trouve vraiment, pour ma part, absolument magnifique, avec des interprétations extrêmement personnelles, extrêmement colorées, extrêmement généreuses de cette musique qui est si difficile à défendre. Donc ça paraît fin mai, le 29, sur Cobuzz. Allez, après, encore un petit choix et après je te coupe. Voilà. Oui, allez, encore un petit choix et après tout. Et après, le prochain album, ce sera un album Prokofiev d'un jeune pianiste cubain absolument extraordinaire. C'est sans doute un pianiste qui a peut-être l'une des plus belles sonorités de piano aujourd'hui. Et donc là, il y a son deuxième album solo qui paraîtra, consacré à Prokofiev, avec la 7e sonate, la 5e sonate et les visions fugitives. Écoute, c'était passionnant. Tu vois, je me suis laissé prendre, tu as eu plus de temps et tout, que je trouvais vraiment passionnant. Donc, je te remercie beaucoup comme ça d'être venu nous voir pour parler, Pierre-Yves. C'est un milieu, et bravo et félicitations pour ton souci de détail dans tous les cas. Bravo. Merci. Merci. Merci encore d'avoir été là. Je vais faire une petite annonce maintenant. Une annonce qui va concerner un peu peut-être des gens qui nous regardent actuellement, vous allez voir, puisque figurez-vous que Cobuzz cherche quelqu'un. Cobuzz cherche une pierre, un spécialiste rare, vraiment quelque chose de particulier, puisque Cobuzz cherche pour son service client un spécialiste audiophile. C'est pas une annonce en l'air, hein, c'est vraiment pour un boulot et tout. Donc, si vous pensez que vous pouvez devenir ce monsieur spécialiste audiophile pour Cobuzz, ne pas hésiter à en parler dans le chat, à essayer de les contacter. On va revenir sur cette annonce. Donc, c'est un emploi hein, carrément. Donc, c'est intéressant. Donc, je répète, un spécialiste audiophile au service client. Il y a quelqu'un qui a vraiment des notions d'audiophilie pour répondre aux gens, parce que Cobuzz, c'est un écosystème avec de la musique de qualité qui a été cédé 24 bits, et donc il faut quelqu'un qu'on recherche pour ça. Donc voilà, je vois déjà, je vais quitter mon job. Voilà, vous avez l'annonce, je vais la refaire tout à l'heure à 19h45 pour finir. Un spécialiste audiophile, service client. On va maintenant passer au client suivant. On va finir tout à l'heure vers 19h45, mais là, je suis extrêmement heureux de recevoir dans cette émission quelqu'un qui s'appelle Olivier, qui se présente Olivier. Salut Olivier. Salut Pépé. Ça va Olivier? Ça va très bien et toi?
D'accord. Bah écoute, moi je suis en pleine forme et je suis content d'avoir tous les invités. Ça bouge beaucoup, c'est génial. Alors Olivier, tu vas te présenter. Tu es vraiment quelqu'un qui est proche de nos oreilles. Oui, ben écoute, je suis le directeur de la société Davis Acoustique. Davis Acoustique, c'est une société qui maintenant a 34 ans et qui, depuis le début, fabrique des haut-parleurs et des enceintes acoustiques. On est basé à Troyes, dans l'Aube, et on espère, tout le monde ici espère te voir un jour Bah, faire un attends, petit reportage. attends. Les gens ont le droit de savoir. Là, les gens ont le droit de savoir que c'était prévu. C'était prévu, tout était réservé, l'hôtel, les restos, les Tout. bouteilles. On devait passer Moi, je un vois bon pas. moment ensemble. Tout était prévu Et pour le reportage. malheureusement, eh ben, écoute, c'est comme ça. Il y a eu plusieurs reportages qui n'ont pas été annulés, qui ont été justement décalés, on va dire reportages reportés. On verra ça quand on ira tous mieux et qu'on pourra surtout se prendre dans les bras et se faire des bisous. Alors tu vas m'expliquer un peu cette société qui a donc 34 ans. Vous faites quel type d'enceinte? Des petites, des grandes, des 3 voix, des machins? Vous faites quoi exactement? Ben, alors, un petit peu de tout. On a un catalogue assez varié avec des petites enceintes qui commencent à peu près 200 € la paire, qui sont des petites enceintes bibliothèques de cette taille-là. Et on monte jusqu'à actuellement dans notre catalogue un produit à 9 000 € la paire qui s'appelle la MV1 avec un seul haut-parleur, un large bande qui fait du grave, du médium et de l'aigu. Et justement, on comptait présenter au salon qui lui aussi a été annulé de Munich, qui devait avoir lieu là ces prochains jours, un produit très haut de gamme. Alors je ne dis pas le prix parce qu'on l'avait un petit peu en tête, et puis, mais bon, c'était un produit très cher avec beaucoup de recherche à l'intérieur, et on voulait te le présenter en avant-première même lors du reportage. Alors tout ça, bien sûr, continue, et tout ça est décalé pour les mois qui suivent. Non mais le truc c'est que c'est décalé, mais le produit que tu devais me montrer, donc c'était au mois de février. Est-ce que tu peux en parler un peu plus ou est-ce que tu ne veux pas le faire? C'est alors pour les gens qui nous connaissent un petit peu, c'est la remplaçante de l'enceinte Carla, un D'accord. modèle assez imposant à base d'un haut-parleur, un haut-parleur avec un aimant ticonal, quelque chose d'assez Tu imposant, expliques assez haut. les manticonales. Hein. Mais alors, comme je savais, je suis chez moi, mais j'ai amené un haut-parleur. Tu vois, j'ai Tu pas pu vois? m'empêcher. J'ai Et pas pu regarde, m'empêcher. tout à fait, très fort. Éventuellement, je pourrais Voilà, pour ça, on profiter le de la voit. présence de ce haut-parleur pour parler aussi un petit peu du rodage, parce que tu m'en as parlé tout à Ah, l'heure. Mais ça ah non. c'est un aimant ticonal. Et ça, c'est un produit que je montre en avant-première, qui n'est pas encore sorti, mais j'ai travaillé dessus. J'ai profité du confinement pour travailler dessus. D'accord. Mais toi, Alors, donc, pour parler de la gamme Davis, effectivement, donc on fait du petit au très grand, en passant par du moyen, donc essentiellement des colonnes, essentiellement pour la hi-fi, mais également pour le home cinéma. J'ai des nouveaux marchés qui s'ouvrent dans les pays asiatiques, en Inde également, où là on me demande beaucoup de produits pour le home cinéma. Donc il y a des choses qui vont sortir même très prochainement, dès la semaine prochaine. carrément, toi, tu y vas, Carrément. mais quand tu dis la semaine prochaine, c'est dans quel pays? Parce que là, tu as parlé de plusieurs pays. Tu lances ça en Europe et tu as Alors, parlé de. la fabrication du produit aura lieu la semaine prochaine, D'accord. et c'est normalement pour des ventes Chine et Inde. Alors, Chine, Inde. Alors, moi, j'ai pas encore assez parlé de ton entreprise parce que là, les gens commencent à cerner la personnalité. Vous faites des enceintes, tu allais en présenter une. Votre entreprise, c'est combien de personnes? À la recherche et développement, il y a combien de personnes? L'usine se trouve également à quel endroit? C'est tout au même Alors, endroit? C'est quoi? on est une petite structure, hein, on est une société troyenne basée donc à Troyes même, dans l'Aube, à 2 heures de route de Paris. On est une dizaine de personnes, et c'est moi qui m'occupe essentiellement de la partie recherche et développement. Mais Donc le créateur de la société, c'était mon père, qui était ingénieur également, et qui a travaillé avec moi une bonne dizaine d'années, et qui m'a appris plein de choses sur le haut-parleur, la conception des enceintes, etc., etc. donc, c'est presque une entité familiale puisque bon, il y a quelque chose qui est venu de ton papa. Donc, mais Tout je à suis quand fait. même très
suis quand même très très surpris, Olivier, quand tu me dis que tu es quand même pas le seul à la recherche et développement. Vous êtes quand même vous êtes une équipe. Non, je suis tout seul à la conception même des haut-parleurs. Et après, on est plusieurs à valider le produit final. Parce que une enceinte, ça met du temps à se mettre au point. Ça met du temps à être validé. Il y a plusieurs écoutes. J'ai mon équipe de commerciaux aussi qui part sur le terrain pour écouter les produits avec des pré-séries pour être sûr que le produit peut se marier avec tel type d'ampli. Donc il y a plein d'écoutes qui sont faites avant le lancement final de chaque produit. Donc, pour que également j'arrive à situer, tu as une gamme de combien de produits? Toi, tu dis que tu es parti d'une enceinte à 200 jusqu'à hop, mais tu as combien de produits en gamme? Il y a à peu près 40 produits, on va dire à peu près une bonne vingtaine de colonnes, une bonne dizaine d'enceintes étagères et puis des centrales, 2 caissons de basse et aussi des haut-parleurs encastrables. Justement, les questions reviennent encore sur le rodage. Toi, est-ce que tu rôdes tes enceintes haut de gamme chez toi? Comment ça se passe, cette histoire de rodage? Toi, tu le conseilles ou pas, Olivier? Tu le fais, tu le conseilles? Une enceinte neuve, et ça tu dois le savoir, ne marche pas tout à fait de la même manière qu'une enceinte qui a déjà marché plusieurs heures. Il y a des parties mécaniques dans le haut-parleur. Des parties mécaniques, c'est à la fois la suspension périphérique du haut-parleur, mais également une pièce, je ne sais pas si on la voit bien, qui s'appelle le speeder, qui se trouve derrière la membrane. Ça, c'est vraiment des pièces qui vont s'assouplir avec le temps. Ça se mesure, il n'y a aucun doute là-dessus. Une enceinte neuve et une enceinte qui a déjà fonctionné ne marchent pas tout à fait de la même manière. Alors après, est-ce qu'on est obligé de roder l'enceinte? Pas forcément. Ça va se faire naturellement avec le temps. Mais moi, je sais que quand je vais porter une enceinte chez un journaliste, systématiquement, il va me demander une enceinte qui a déjà fonctionné plusieurs heures, qui a déjà été rodée, parce que le son ne sera pas le même que le son de l'enceinte sortie du carton. Non, je comprends très bien. Mais toi, sur les hauts de gamme, tu les rôdes en sortie d'usine Oui. ou tu fais quoi? 20 heures, 30 heures, 40 heures? Tu fais quoi? En principe, un week-end. Week-end. C'est pendant le week-end, si tu veux, ou le vendredi soir, je branche les enceintes et je reviens le lundi matin, elles sont rodées. D'accord. Et tu as des signaux particuliers, tu as un disque dur et tu balances des signaux sur le grave, le médium, l'aigu et tu fais surtout bouger les suspensions, quoi. Exactement. C'est un signal. Tu le verras. Si tu viens, tu le verras. Le signal à peu près à 16 Hz. C'est le minimum que peut faire mon balayeur, mon sweeper de fréquence. Et les courbes d'impédance ne sont plus les mêmes avant et après. Et on voit, si tu veux, la différence entre l'enceinte neuve et l'enceinte après un certain temps de rodage. Après, le rodage, il n'est pas forcément conseillé. On peut brancher ces enceintes quand on les achète, on les écoute. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que l'écoute critique d'une enceinte, il faut la faire après une trentaine d'heures d'écoute. D'accord, mais c'est ce que moi j'ai toujours pensé. Alors les questions sont vraiment importantes parce que Camille nous demande, et c'est une question tout à fait normale, est-ce que le rodage est plus particulièrement destiné au rendu du bas spectre ou il y a également un rodage sur le médium, par exemple? C'est plus le grave. C'est la partie qui va s'assouplir, le speeder, c'est vraiment le grave qui va changer, mais en même temps, comme le grave change au son, l'aigu change aussi. L'aigu n'est pas le même. Et on pense que c'est l'aigu qui va se roder, mais en réalité, c'est plutôt le rodage du boomer qui est important. Mais qui fait aussi changer tout le son de l'enceinte. Bah oui, puis tu modifies le spectre en touchant une partie du spectre. Donc après, ça se. Exactement. On a l'impression d'un tweeter plus doux après, mais en réalité, c'est peut-être le même qu'au démarrage. Simplement, ça vient du fait que tu as changé quelque chose dans le grave et ton oreille est sensible à ça. Et ça donne plein d'impressions différentes. C'est exactement ce que je pense, n'importe comment. Alors moi j'ai une question parce que toi tu as dit tout à l'heure, tu vends de la hi-fi, ce que j'appellerais moi la hi-fi traditionnelle, des systèmes home cinéma. Dans ce que tu vends, toi, Olivier, est-ce que tu as déjà fait la proportion entre ce que tu vends en home cinéma et en hi-fi? Est-ce que tu sens un déclin de l'un ou de l'autre? Ça se passe comment chez toi pour ta marque? Il y a eu des hauts et des bas.
Je dirais en ce moment pour Davis, l'essentiel du marché France, c'est vraiment la hi-fi. C'est vraiment la hi-fi, les enceintes colonnes classiques. Et par contre, pour des marchés plus exotiques, eux ont tendance à vendre. Enfin, je vois l'Inde, par exemple, qui est un pays cinéphile, qui produit énormément de films tous les ans, plus que les États-Unis, je crois. Eux, systématiquement, vendent des ensembles home cinéma 5.1. Il leur faut des caissons de basse, il leur faut des enceintes centrales, des enceintes d'effets, etc. Alors, j'ai une question qui est vachement bien de la part de Fred, parce que ça allait te la poser. Est-ce que toi, avec ton expérience, tu trouves qu'il y a des tonalités différentes, enfin des goûts différents au niveau de la musique par rapport à telle ou telle plateforme commerciale? C'est-à-dire, par exemple, l'Inde, les États-Unis, l'Europe, est-ce qu'on a des goûts musicaux différents? Enfin, des façons d'écouter de la musique techniquement différentes? Alors, c'est possible. C'est possible, mais en même temps, quand on dirige une société, il faut respecter la philosophie de la société. Tu vois, moi, en plus, bon, c'est un héritage un petit peu de cette société. Le logo de la société Davis, c'est un rond qui est jaune. Je vais le montrer à la caméra. Vas-y, fais-toi plaisir. Voilà. Un catalogue. Mais ça, les gens connaissent, ils repèrent les gens. Tu vois, et le rond jaune, c'est le haut-parleur de Kevlar. Moi, donc, je me dois de continuer dans cette ligne parce que le Kevlar, c'est un matériau qu'on a toujours utilisé depuis le début de la société. Je veux absolument montrer aux gens que Davis continue à fabriquer des haut-parleurs avec des haut-parleurs médium jaunes, enfin des enceintes avec des haut-parleurs médium jaunes. Ça, c'est important. Mon rôle, c'est de faire en sorte que le Kevlar, on arrive à l'améliorer et avoir un son de meilleure qualité. Donc, on restera toujours sur ce médium que je trouve super détaillé, qui est précis, qui est dynamique et que j'aime. Et donc, la philosophie de la société ne va pas varier en fonction des marchés. C'est à eux à s'adapter un petit peu aux produits aussi. Alors, une question rapide, parce qu'on va s'arrêter dans 5-10 minutes. Le truc, c'est que les questions, elles sont vachement bien. Merci à Camille, à Johan. Est-ce que tu peux considérer, toi, qu'en tant que fabricant, tu as une signature sonore qui t'est propre? Et deuxième question qui est corrélée, est-ce que est-ce que tu fabriques, quelle est la tonalité différente, enfin la sonorité différente entre une 2 voix et une 3 voix? Est-ce qu'il faut une 3 voix obligatoirement ou est-ce qu'en 2 voix, on arrive au même résultat? Non, alors actuellement, comme je disais tout à l'heure, alors je ne sais plus la première question, je vais parler sur la dernière parce qu'elle est intéressante. Actuellement, le produit le plus cher dans mon catalogue, c'est une enceinte une voix. Oui, c'est ça, tu l'as dit, celle qui. C'est pas une 2 voix, c'est pas une 3 voix, c'est une enceinte une voix. Une voix, oui, oui. Donc, on a travaillé énormément sur le haut-parleur pour qu'il puisse reproduire du grave, du médium et de l'aigu. C'est un haut-parleur qui a mis un peu plus d'1 an à être conçu avec plus de 1000 heures d'essais en laboratoire. Ouais. Ça a été on a failli abandonner plusieurs fois. Ça a été vraiment un boulot de dingue. Mais c'est une enceinte une voix. Donc, entre une voix, 2 voix, 3 voix, même 4 voix, c'est pas un critère de qualité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne fabrique pas de la même manière une enceinte 2 voix et une enceinte 3 voix. Il faut adapter, utiliser les bons haut-parleurs pour fabriquer ces enceintes. Après, moi, j'ai un petit faible pour les 3 voix avec des haut-parleurs de gros diamètre. On a lancé, c'était en 2010-2012, une enceinte qui s'appelle César, qui est restée super connue et très longtemps au catalogue. C'était la fameuse 3 voix avec un 31 cm. Et ça, moi, c'est une enceinte qui me plaît parce que on retrouvait le son des années 70 ou 80 dans les enceintes qui étaient encore un petit peu imposantes. Et de plus en plus, les constructeurs d'enceintes ont voulu faire plaisir à la clientèle qui réclamait des petites enceintes très fines avec des petits haut-parleurs et un petit grave nerveux et sympathique, mais qui n'arrivait pas à descendre. Moi, je ressentais pas vraiment le bruit d'un tambour avec ce genre d'enceinte. Et moi, j'aime beaucoup les 3 voix. Rapidement, tu vas prendre oui ou non, aimant néodyme chez toi ou pas? Oui. J'en ai, oui. Mais est-ce que tu… Parce que après, moi, je vais me faire tuer dans l'oreillette. Alors, est-ce que tu considères, et c'est la première question qu'on m'avait posée tout à l'heure, que toi, tu as une signature sonore qu'on reconnaît ou est-ce que ça modifie d'enceinte en enceinte?
questions du chat. Je pense quand on fait des salons, on rencontre le grand public. Ce qui plaît, je pense, à notre clientèle, c'est le médium. C'est le médium. Justement, je parlais du médium jaune tout à l'heure, du Kevlar. Ce sont incomparables dans le sens où il est un petit peu différent des autres. Ça ne veut pas dire meilleur que les autres, ça veut dire un peu différent des autres. Et moi, je l'aime bien, ce médium, avec tous les points forts qu'il peut avoir. Comme je disais tout à l'heure, l'intelligibilité qui, pour moi, est un critère super important. Moi, j'aime bien mettre au point une enceinte en écoutant des chanteurs plus qu'un orchestre, me focaliser vraiment là-dessus et avoir un discours très clair. Bon, écoute, franchement, c'était un plaisir. Ah, bah, moi aussi. Donc, ça me donne encore plus envie de faire le reportage quand on sera sorti d'affaires tous. Ça sera avec une joie intense que j'irai voir ce que tu fais, parler avec toi, interviewer, aller voir les gens fabriquer les enceintes. C'est vraiment un régal. Merci d'être venu dans ce discussion avec nous, en tous les cas. C'est moi qui te remercie. C'est un grand plaisir. Là maintenant, on va conclure et on va conclure en vous disant qu'en même temps, c'était officiellement la dernière version, cette dernière version donc confinée de discussion. Donc je voulais remercier Pierre-Yves Lascar qui a priori n'a pas réussi à se reconnecter, mais à qui on fait un grand coucou comme ça. Donc Olivier, je te remercie. Je te dis à très vite IRL ensemble. Marc. Oui, je suis toujours là. Marc, je ne t'ai pas coupé la parole tout à l'heure. J'ai une monstruosité dans l'oreillette, on m'a dit des horreurs. Donc Marc, merci d'être venu, surtout merci d'être venu présenter tes 3 coups de cœur et avoir parlé comme ça du transfert des bandes analogiques en numérique et tout. C'était passionnant et un grand plaisir. Ah, Monsieur Lascar est revenu. Voilà, oui. Ça va? Je suis tout là. Va bien. Merci à vous. Merci, oui, franchement. À vous 3, c'était un grand plaisir. C'était super, vraiment super diversifié. Pouvoir parler avec vous, ça a été vraiment un régal total. J'espère que les gens ont pris beaucoup de plaisir à vous écouter également. Voilà. Bon, si on parle tous les 4 en même temps, ça va être compliqué, mais je vous fais des coucous. Voilà. Et je vous remercie beaucoup, tous les 3. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Et pour finir, je vais refaire la petite annonce pour Cobuzz qui cherche un spécialiste audiophile au service client. Parce que c'est vraiment une ouverture, enfin c'est un poste qui est créé ou qui est recréé. Donc un spécialiste audiophile pour le service client de Cobuzz. Si vous pensez être cette personne, n'hésitez pas dans le chat ou si vous connaissez des amis qui sont extraordinaires et qui peuvent remplir cette fonction, ça sera top. Dans tous les cas, ça sera avec grand plaisir. Je remercie encore tous les invités. Je remercie tous les gens qui m'ont aidé à faire cette émission. C'est pas facile quand on est nombreux comme ça. On fait ce qu'on peut. Nicolas a assuré. Merci à toutes les personnes qui nous font confiance et merci à vous d'avoir regardé. Et on vous dit à très vite sur des autres ondes et d'autres façons de faire les choses. Vous allez voir, il y a plein de projets. Il y a toujours des projets dans la live. Merci à nouveau d'avoir été là. C'était un plaisir intense. Et merci à tous les gens dans le chat qui ont modéré. En plus, mes petits loulous étaient là du Discord. À très vite. Merci encore. Merci beaucoup à tout le monde. Ciao.